Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit débrief sur les deux premiers épisodes de Power Book Ghost saison 3. Donc j'espère que tu es confortablement installé et que tu es à jour. Surtout parce que si ce n'est pas le cas, je t'invite à quitter la vidéo et revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors, comme je disais, on va débriefer les deux premiers épisodes de la saison 3 de Power Book 2. Et ce qu'on peut dire, c'est que dès les 2 premières minutes du premier épisode, le ton est donné. Au bout de 2 minutes, tu sais que tu vas passer un excellent moment à chaque épisode. L'arrivée de Noma dans la série est à la hauteur du triplé de Mbappé en finale de Coupe du Monde. Elle arrive, elle met un coup de pression et elle coupe une main pour récupérer la bague que Davis avait vendue. Bague qui avait été donnée par Tariq. La première question qu'on peut se poser, c'est comment elle savait que la bague était vendue aux enchères là-bas. Ça montre dès le départ qu'elle a des connexions et beaucoup d'informations. Sa deuxième apparition dans l'épisode, c'est dans le penthouse de Mecca, enfin anciennement son penthouse. Et là aussi, on a ressenti une vraie tension. La mise à l'amende qu'elle a mise à Kane, Tariq et Brydon est assez épique. Son bras droit, nommé Obi, et elle ne sont clairement pas là pour rigoler et ils l'ont bien fait comprendre durant cette scène où elle tue de sang-froid la lieutenant de Mecca qui a prononcé le nom de Noma. Les bases sont posées et le trio peuvent remercier Tariq d'être un bon orateur et vif d'esprit parce que sans lui, je pense qu'ils seraient tous morts. Ils peuvent remercier Brydon aussi qui a direct compris et est rentré dans le jeu de Tariq. D'ailleurs, durant cette scène, on apprend quelques informations croustillantes, comme le fait qu'elle était au-dessus de Mecca, qu'il était son premier lieutenant, qu'il était également son fiancé. Un faux ou un tox, on le saura au fil de la saison, je pense. On apprend aussi qu'ils sont protégés par de nombreuses connexions au sein du gouvernement, FBI, etc. Donc, c'est clairement pas des petits joueurs qu'ils ont en face d'eux. Et les quantités énormes que vont devoir vendre la bande à Tariq, pour eux, est colossale et indique l'ampleur de leur organisation. Enchaînons maintenant avec Tariq Saint-Patrick qui lui est dans de sacrés soucis perso. Il a été expulsé du campus de Stanfield parce que les résidents ne se sentent plus en sécurité après les récents événements de la saison 2. Mais grâce à Rashad Tate, il a pu récupérer une chambre mais doit désormais faire ses preuves et par la même occasion, il en doit une à Rashad. Chose qu'on avait évoqué lors d'un live, il y a de fortes chances qu'ils doivent taffer dans l'ombre pour lui, surtout après qu'il ait été remplacé par Bruce Indria dans le mini-stage qu'il devait effectuer pour la campagne électorale de Tate. On apprendra plus tard dans l'épisode 2 que c'est un arrangement avec Brydon qui a payé Tate pour qu'il ne le prenne plus, parce qu'il voulait qu'il travaille dans la boîte de son oncle avec lui à Weston Holding. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on a vu dans le premier épisode qu'il ne voulait pas que Brydon utilise l'entreprise pour vendre après l'affaire au tribunal où il s'est dénoncé, que c'était trop dangereux. On voit qu'il est beaucoup plus réfléchi et qu'il a appris des erreurs du passé. Mais au final, ils finiront quand même par vendre dans l'entreprise parce que Brydon, lui, a montré comment ça se passait et lui a très bien expliqué le fonctionnement et le besoin des salariés et surtout la méthode qui allait être employée. Chose qui leur a convaincu et là je pense qu'on va voir de réels changements pour eux parce qu'ils vont pouvoir écouler beaucoup plus de marchandises qu'ils en écoulaient avant. On peut facilement multiplier les revenus par 100. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du projet. C'est tout simplement incroyable. Ils vont prendre du galon et surtout ils vont être obligés de beaucoup plus réfléchir, d'être beaucoup plus discrets parce que c'est plus une centaine d'étudiants qu'ils vont avoir comme clients, mais des centaines et centaines de clients par étage en sachant qu'il y en a 50. Oui, il y a 50 étages. Je vous laisse faire les calculs. Et en parallèle avec ça, on a vu un Tariq à qui le poids de la culpabilité pèse sur ses épaules par rapport à la mort de Lorraine. Il s'en veut parce que c'est lui qui l'a mise dans l'histoire et l'a fait partir et elle est morte. Mais ça, c'est selon lui. Parce que nous, on a appris la vérité en fin d'épisode mais j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Il y a également eu le retour de Bash, l'ex-mari de Stern, qui est venu menacer Tariq mais également Brydon pour leur dire qu'il voulait avoir de l'argent en guise de dédommagement, mais également pour garder le silence sur l'application et qui était vraiment la personne à l'initiative de ça, chose qui ne se déroulera pas vraiment comme il l'aura souhaité, puisqu'après une discussion qui dégénérera où Bash accusera Tariq d'être comme son père James Saint-Patrick, il le tuera en se laissant guider par ses émotions.
Et ça, c'est un point très important parce que premièrement, Ghost n'aurait jamais laissé ses émotions le prendre comme ça, mais surtout, il n'aurait jamais commis de meurtre sans gants. Là, il y a des empreintes de Tariq partout dans la pièce, et si Brayden et Kane n'étaient pas arrivés au même moment, parce qu'ils avaient également l'idée de le tuer, Tariq aurait été dans des très gros problèmes, mais cette histoire est loin d'être finie, parce que tôt ou tard, ça risque de lui péter à la... Vous avez compris, parce qu'ils ont caché le corps, mais c'est pas dit que personne ne le trouvera. Et vu la pièce où il a été supprimé, il y a des empreintes partout. Et c'est pas dit qu'il ne remonte pas jusqu'à lui dans des futurs épisodes. D'autant plus que le FBI et la DEA sont chauds sur ses côtes et que les taux se referment de plus en plus sur lui, surtout avec les informations données par l'inspecteur Whitman à Jenny Sullivan et Bianca Rodriguez. Là, Tariq est dans un sacré bourbier et il s'en doute même pas. Enchaînons maintenant avec notre cher pote Brayden Weston, qui travaille maintenant dans l'entreprise de son oncle Lucas Weston, qui au passage n'est pas super clair, et ça m'étonnerait pas qu'il ait un pied dans le monde de la drogue, mais on en reviendra peut-être plus tard. Donc il taffe dans son entreprise sous la direction d'une certaine Kiki Palmer. Et c'est à partir d'elle que tout commence pour Brayden, puisqu'elle va lui donner certaines informations et le mettre dans la salle de réunion où il verra qu'il y a usage de drogue. Et c'est là le point de départ de son idée de Jenny. Et comme dit précédemment, il va un peu magouiller pour obtenir certaines choses pour Tariq à son insu. Il a dans un premier temps fait virer un salarié qui avait manqué de respect à Kiki. En le piégeant, il fera là une pierre deux coups, puisqu'il va libérer une place pour Tariq, mais va également gagner la go avec. Coup de maître, chapeau Monsieur Weston. Il va ensuite magouiller avec Tate pour qu'il donne le stage promis à Tariq à quelqu'un d'autre en échange d'un don électoral, ce qui amènera Tariq à taffer pour Weston Holding. Brayden, sur ce coup, il a été un véritable visionnaire et a déplacé chaque pièce avec aisance et malice, puisque grâce à ça, ils vont pouvoir écouler toute la marchandise possible de Noma, mais en dehors de ça, il reste quand même assez tourmenté pour la mort de Lorraine, et on le verra en parler avec Effie, où il lui dira qu'il faut lui dire la vérité. On voit qu'il est pas en totale adéquation avec le fait de mentir à Tariq, et on le comprend parfaitement, c'est son bro, donc il veut pas le trahir. Vu qu'il est dans le coup malgré lui, il ne peut rien dire pour l'instant, mais je suis sûr qu'il finira par dire la vérité. La bagarre qu'on a vue dans le trailer de la saison en sera sûrement la cause. Passons maintenant à Effie, qui reste un véritable mystère et le doute plane de plus en plus sur elle, sur le fait qu'elle soit l'informatrice de Jenny Sullivan. On pense tous que c'est Saxe ou Lorraine, mais quelque chose me dit qu'elle est pas sincère avec eux et qu'elle joue un double rôle. Dans un premier temps, elle était censée avoir tué Lorraine, mais on la retrouve en fin d'épisode sous la protection fédérale, et comme notre cher Ashraf l'a dit durant le live, l'histoire de Jenny Sullivan est bancale. Comment elle peut savoir tout ça alors qu'elle était même pas là et que le seul témoin a juste vu la voiture couler dans l'eau? Elle a donné beaucoup trop de détails pour que ce soit vrai. Je pense fortement que Effie est une sorte d'agent double et la dette qu'elle doit, dont elle parle à Tariq, n'est sûrement pas d'ordre financier, mais plutôt qu'elle a dû faire un truc dans le passé pour laquelle elle s'est fait attraper, mais en échange, on ne l'a pas inculpée. Mais on lui a demandé de travailler pour eux. Moi, c'est mon sentiment. Un peu comme Raquel à l'époque, quand elle t'a fait pour Howard. Et si ça s'avère vrai, je pense que ça va foutre un sacré bordel parce qu'elle finira par se faire cramer par Tariq. D'autant plus, on voit qu'elle est sincère avec Tariq dans ses sentiments et qu'elle commence à être tourmentée par le fait d'avoir fait ça dans son dos, mais aussi dans sa place au sein du groupe. Elle a voulu également remettre à l'ordre du jour Corey Tecourt avant de se raviser, et je pense que c'est une question de temps avant qu'elle ne franchisse le pas. J'ai bien peur qu'elle finisse par vendre de son côté parce qu'on l'a vu couper de la coca pour pouvoir la distribuer à d'autres bahuts, dont Stanfield, alors que Tariq a interdit la vente sur ce campus-là. Donc ça sent vraiment mauvais pour elle, même si je la vois pas mourir pour autant dans la saison, mais ça sent quand même mauvais pour elle. Voilà. Allez, maintenant on s'attaque à la famille Terrada. On a pu voir que Monet était dans un état psychologique assez déplorable après la perte de Zeke, et c'est normal en soi, c'était son fils, il venait d'apprendre la vérité sur Monet et sur lui également, et elle a même pas pu en profiter. Elle a missionné Davis McLean pour qu'il trouve des infos sur le tueur sans savoir que c'est son mari Lorenzo Terrada qui l'a tué, même si un échange entre Davis et elle me laisse un petit doute sur le fait qu'elle sache que c'est son mari, puisqu'il va lui dire à un moment, vous aviez raison, c'est bien des balles de 45. Ce qui indique qu'elle a supposé qu'une certaine arme avait été utilisée et elle sait quel calibre porte Lorenzo. Donc pour moi, je pense qu'elle a un doute sur lui, mais qu'elle veut être sûre avant de faire quoi que ce soit. Et la réaction de Lorenzo, également lorsqu'ils vont interroger l'agresseur de Drew, qui aura été embauché par Lorenzo lui-même, va sûrement confirmer ses doutes, même si elle a tué l'agresseur et présumé tueur.
Je pense qu'elle l'a juste fait par principe et pour Drew. Si Kane a réussi à comprendre que c'était Lorenzo en interrogeant les bonnes personnes, je ne vois pas comment une femme aussi expérimentée que Monet n'arriverait pas à faire le lien, surtout si elle avait déjà des doutes avant. Donc je pense sincèrement que Lorenzo, ce n'est qu'une question de 3 ou 4 épisodes avant qu'il se fasse fumer par Monet. En attendant, c'est Ken qui va s'amuser avec lui et il lui a bien fait comprendre lors de la dernière scène qui a des similitudes avec celle de Raquel Stark où elle parle à Lou. Et dans celle-ci, il lui dit « I fucking on you » qui veut dire tu m'appartiens. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et dans cet épisode, on a bien vu que Kane n'était pas le personnage stupide que tout le monde pense. C'est même tout le contraire. Il est smart et observateur. Il fait les liens facilement. Et la plus grosse erreur de Lorenzo, c'était de l'avoir mis sur l'enquête du coupable. Il l'a carrément sous-estimé. D'ailleurs, ce dernier, parlons-en. Durant le live, j'ai émis une hypothèse selon laquelle il est possible qu'il soit une taupe. Il est sorti beaucoup trop vite de prison malgré les informations qui ont été données pour sa libération. Et depuis qu'il est dehors, il ne fait rien. Il y a eu un semblant de reconquête, mais au final, ce n'était que du vent. Jusqu'à présent, c'est une vraie déception. On nous l'a vendu comme un caïd et au final, on a un mec assez stupide qui fait des choix irréfléchis. Il est beaucoup trop discret à mon goût et beaucoup trop dans l'observation autour de lui. Il a réussi à avoir une place à Stanfield, on ne sait toujours pas comment. D'après lui, il a des connexions. Est-ce que ces connexions dont il parle, ça serait pas le FBI? Il sait que sa fille est amie avec Tariq et il compte peut-être là-dessus pour obtenir des informations sur lui qu'il pourra ensuite donner. Vu que Diana dit quasiment tout à son père, c'est une possibilité. Donc, à voir comment ça va évoluer, mais je vous le dis, ce perso n'est pas clair du tout. Et on termine avec la partie FBI et DEA. On a pu voir grâce à Jenny Sullivan que Lauren était encore en vie et sous protection fédérale. Ce qui indique qu'elle a travaillé le plan en amont parce qu'on ne le déclenche pas comme ça. Elle dit d'ailleurs dans l'épisode que seules 3 personnes sont au courant. Elle, son chef et le médecin qui l'a examiné. Mais il pourrait en avoir une 4e si ma théorie sur Effie se confirme. On a vu également qu'elle cherche par tous les moyens à mettre la main sur Tariq et lui faire endosser les crimes commis et à juste titre. Elle pense que c'est lui le baron de la drogue et avec l'aide de Bianca Rodriguez, ils veulent mettre en place la loi RICO. Chose compliquée à mettre en place parce qu'elle manque d'éléments pour tout relier. Chose qui sera apportée en fin d'épisode 2 par Kevin Whitman qui lui fait une fixette sur Monet Tejada par rapport au meurtre déguisé en suicide de Carey Milgram. Et les infos rapportées vont servir à tout lier d'une certaine façon. Il leur faut juste une preuve capitale pour pouvoir lancer la loi RICO, mais en gros, là, ils sont en train de toucher au but. Et comme Freddy l'a dit pendant le live, Jenny, c'est un peu l'outsider. Elle est sortie de nulle part, mais petit à petit, elle va poser de gros problèmes parce qu'elle est loin d'être bête. Elle fait d'assez bonnes déductions et elle est assez bonne en manipulation et ça, on a pu le constater à la façon dont elle tient Saxe. Il est complètement manipulé et va à la chasse aux infos pour elle, même si pour l'instant, il a rien d'intéressant à lui donner, sauf à la fin où il va découvrir que Davis a un téléphone avec le numéro de Monet dessus. Si il le dit à Jenny, il risque de le mettre dans les histoires et des liens peuvent être également établis très rapidement comme le fait qu'il ait aidé Tariq à sortir de prison ou comme le fait que les informations précédentes sur le meurtre de Jabari Reynolds aient été données à Monet Tejada et à Tariq pour les aider à s'en sortir. Donc le lien manquant serait d'un certain côté Davis et une pression sera exercée sur lui et on sait que Davis, il n'y a que l'argent qui l'intéresse et la sortie de son frère. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il négocie la sortie de Theo Rollins en échange de certaines informations. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus dans les commentaires. En tout cas, pour finir, on peut dire qu'on a eu le droit à 2 excellents épisodes et que la série a définitivement enterré la 2e saison de BMF, et ça en seulement 2 minutes d'épisode. Et si on est gentil, on dira 7 minutes. Allez, il s'est passé plus de trucs en un épisode que sur toute la saison de BMF. Il faut dire les choses. Les épisodes qu'on a eus ont implanté un nouveau décor, une nouvelle intrigue avec l'apparition de nouveaux personnages avec Noma et Obi comme antagonistes, mais également Lucas Weston et Kiki Palmer. Eux, pour l'instant, je sais pas où les placer, mais il est clair qu'ils sont pas clairs du tout et qu'ils ont des intentions différentes de celles qu'on nous a montrées en 2 épisodes. On a également pu voir que le mensonge et la trahison étaient toujours au goût du jour et que des têtes vont vite tomber durant cette saison. Des secrets vont être révélés et surtout la protection fédérale de Lauren change toute la donne pour certains personnages. Je suis pressé de voir le prochain épisode et de pouvoir débriefer dans un premier temps en live avec Freddy, Ashraf et un invité surprise. D'ailleurs, le live se tiendra sur la chaîne de Freddy normalement, mais on vous reconfirmera ça d'ici peu de temps. Et sur ces mots, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Si tu as aimé la vidéo,
et que tu aimes également le contenu que je propose. N'hésite pas également à partager ton avis dans les commentaires. C'est toujours agréable de vous lire et de pouvoir échanger avec vous. D'ailleurs, j'en profite également pour vous remercier parce que on s'approche lentement mais sûrement des 2000 abonnés et jamais j'aurais pu imaginer un jour qu'on serait autant sur la chaîne. À l'heure où je vous parle, vous êtes 1840 abonnés, donc vraiment merci du fond du cœur. Tout ça, c'est grâce à vous. Et maintenant que c'est dit, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, à plus les gars.